Dans la une. Et notre invité ce matin dans À la Une, c'est vous, David Robert. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général de J'Accueille et aussi porte-parole de la Gaîté Lyrique. J'Accueille, qui est donc une ONG qui vise à accueillir des réfugiés ici en France. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre mission et son succès ou pas? Très bonne question. Vous avez une chambre d'amis disponible pendant quelques mois et vous souhaitez accueillir quelqu'un qui n'a pas de solution de logement. Vous êtes chez nous un aspirant accueillant. Et de l'autre côté, on a des personnes qui ont été reconnues réfugiés, donc on dit chez nous bénéficiaires de la protection internationale, et qui n'ont pas de solution de logement et qui ont envie de vivre dans une famille française pour apprendre plus vite le français, comprendre un peu mieux aussi la société dans laquelle elles vivent. Notre rôle, c'est d'effectuer cette mise en relation et de faire en sorte que votre travail à vous, accueillant, ce soit plutôt de partager un repas une fois par semaine, d'aller courir le dimanche matin, mais que toute la partie administrative, sociale un peu plus complexe, ce soit nous qui nous en chargions. Alors justement, on vous accueille parce que ce 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. J'accueille justement, on vient de l'évoquer, œuvre pour accueillir en particulier des réfugiés dans des familles. Quelle est la situation de l'accueil des réfugiés en France? On a l'impression qu'il y a une forme de contradiction, c'est-à-dire qu'on a des annonces toujours plus de fermeté, notamment de la part du gouvernement, mais ce n'est pas notamment le cas qu'en France, et des Français qui restent quand même majoritairement favorables pour accueillir des réfugiés. Oui, c'est le paradoxe, c'est un anglicisme qu'on utilise souvent. On dit que le narratif autour des questions d'accueil et de migration n'est pas bon et qu'il faudrait le changer. Et c'est entre autres à ça que doit servir cette journée mondiale. La situation de l'accueil, elle n'est pas bonne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'être un étranger récemment arrivé en France aujourd'hui, c'est moins facile qu'il y a quelques années. Il y a eu une régression qui est notamment due aux dernières lois importantes. Je pense notamment à la loi votée par Gérald Darmanin fin décembre 2023. L'accueil, il est moins bon, les conditions d'hébergement sont moins bonnes qu'avant et effectivement, on sent que la société se ferme un petit peu. On sent qu'il y a une envie un petit peu moindre, alors même que, vous le disiez, les chiffres montrent que les Français sont majoritairement favorables à un accueil digne et correct des personnes exilées. A fortiori, dans un contexte de transition démographique, on a une population en Europe de l'Ouest et en France particulièrement qui est vieillissante. Et donc on sait aussi que l'immigration fait partie de la santé de notre économie et ça, on a tendance à moins l'entendre dans le débat politique et médiatique aujourd'hui. Oui, justement, on l'a vu ici en France, notamment avec la question des travailleurs sans papier, notamment, dont certains sont majoritairement sont réfugiés, notamment dans la restauration. Ça crée aussi des tensions entre des besoins économiques et une réalité, et des postures plus idéologiques, notamment. Absolument. Pour donner une idée un peu du décalage entre le discours politique et la réalité économique, c'est, à ma connaissance, je travaille depuis quelques années dans ce milieu, que fin 2023, le patron du MEDEF a publié une tribune disant que la loi immigration se trompait de sujet et que la priorité devait être de préserver l'arsenal productif de la France et de permettre à tous les secteurs en tension de recruter. Or, en l'occurrence, les freins à l'embauche sont de plus en plus nombreux, contrairement aux annonces. Et ça, c'est pour la situation en France. Je l'évoquais peut-être d'un mot au début de notre entretien. Il y a une enquête de l'ONU qui est sortie récemment qui montre qu'elle a été menée dans 29 pays, qu'une large majorité de la population mondiale reste très favorable à l'accueil des réfugiés. Ça reste quand même plutôt rassurant, cette tendance-là, non? Vous ne trouvez pas? Oui, c'est très rassurant. Je pense qu'il y a une forme de bon sens, mais qui montre aussi, d'une certaine façon, la déconnexion des politiques. Il y a des angoisses qui peuvent être légitimes chez nos gouvernants, qui sont notamment liées au dérèglement climatique et à, je dirais, l'impression d'être privé du monde qu'on connaissait avant. Et l'étranger est un bouc émissaire extrêmement facile. Enfin, c'est une des plus vieilles histoires de l'humanité. Tout ça n'a pas vraiment changé. Et on va dire que l'inflation médiatique terrible qu'on vit ces dernières années joue sans doute malheureusement contre ce narratif. Alors un mot en Europe, c'est l'Allemagne qui reste toujours la première destination pour les réfugiés ici sur le continent, une politique d'accueil qui avait été entamée par Angela Merkel, on se souvient à l'époque de la guerre en Syrie, c'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, c'est toujours le cas, avec, je dirais, dans les différences dans la politique française et allemande, il y a la place de la langue. La France a essayé de faire un certain nombre d'efforts sur l'apprentissage de la langue par les nouveaux arrivants, c'est important. C'est aussi, par exemple, tout l'objet d'un programme d'accueil chez l'habitant. On sait très bien que la vie en centre d'hébergement permet de mutualiser certains coûts, mais les personnes ne sont pas des charges. Les personnes sont aussi des opportunités, sont aussi de la richesse pour le pays. Et cette richesse, elle ne se révèle qu'à l'aune du lien social qu'on est capable de créer. C'est ce que les Allemands ont un peu mieux compris que les Français ces dernières années. Et en France, c'est aussi pour ça que notre programme d'accueil chez l'habitant, on aime bien dire que les véritables bénéficiaires du programme ne sont pas seulement les accueillis ou les accueillants, mais sont aussi le réseau social de l'accueillant. C'est la famille
ami qui vient manger le dimanche et qui dit « Ah, en fait, cette personne est sympa ». Et tout est dans le « en fait », c'est-à-dire j'avais des préjugés, et c'est OK, tout le monde a des préjugés, mais il faut que je comprenne que finalement ce sont des personnes comme vous et moi et qu'on a beaucoup plus en commun que ce qui nous sépare. Et c'est cette création authentique de lien social qui permet aux nouveaux arrivants de se sentir chez eux, là où ils sont. On évoquait beaucoup la situation de l'Europe, mais c'est une goutte d'eau dans les populations réfugiées à travers le monde. Je voulais qu'on évoque avec vous notamment la question des Syriens qui, avec la chute du régime de Bachar el-Assad, beaucoup s'étaient réfugiés en Turquie voisine. Ils seraient plusieurs centaines de milliers, voire même un peu plus d'1 million, à déjà rentrer en Syrie. C'est quelque chose que vous avez pu constater ? Oui, c'est vrai qu'on a accueilli un grand nombre de familles syriennes depuis 2015. C'était la 2e ou 3e nationalité, après l'Afghanistan et le Soudan, des personnes les plus accueillies au sein du programme. Aujourd'hui, effectivement, il y a effectivement un espoir. On sait qu'il y a des risques d'instabilité qui sont encore très forts dans le pays. On voit bien que la paix sociale n'est pas parfaitement revenue, mais c'est aussi un espoir. Ça veut dire que les conflits les plus longs et les plus meurtriers de la planète peuvent prendre fin un jour. Donc, chez nous, ce qui se passe en Syrie, pour l'instant, dans les familles qu'on a accueillies dans le programme, c'est plutôt un motif d'espoir. Je voulais également qu'on évoque avec vous, on évoque beaucoup les réfugiés à cause des guerres, des déplacements forcés de population. Quelque chose qu'on évoque assez peu, ce sont les réfugiés climatiques. Est-ce que ça aussi, c'est une tendance qui est malheureusement à la hausse avec le réchauffement climatique des populations qui sont forcées à l'exil avec la dégradation de leur habitat ? Absolument. En fait, c'est quelque chose qui est très difficile à caractériser. La plupart du temps, on dit que la migration est multifacteur. On quitte son pays, son chez-soi, quand il y a effectivement la guerre, quand il y a des problèmes de nutrition, quand on est soi-même victime, c'est la définition par la Convention de Genève du statut de réfugié, de discrimination à cause de son genre, de sa nationalité, de sa classe sociale, etc. Ces éléments-là, ils jouent tous une part plus ou moins importante en fonction des décisions personnelles. L'exil, c'est toujours une décision personnelle. Caractériser juridiquement un exil climatique, le fait d'être un réfugié climatique, c'est très complexe. En revanche, il y a un certain nombre d'historiens qui aujourd'hui s'accordent pour relire les conflits des dernières années à l'aune du dérèglement climatique. Je donne un exemple très simple, les printemps arabes. La vague de révolution qu'on a connue dans les pays du Maghreb, en gros de la Tunisie jusqu'à la Syrie depuis 15 ans maintenant, ont sans doute été accentuées par la pression, la densité urbaine elle-même accentuée par l'exode rural, qui a été franchement accéléré par le dérèglement climatique. Donc il est vraisemblable que d'ici quelques années, on relise un certain nombre de conflits aujourd'hui à la faveur d'un dérèglement climatique qu'on n'avait pas vraiment intégré dans notre matrice de compréhension. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup David Robert d'être venu nous voir ce matin dans À la Une. Je rappelle que vous êtes le directeur général de J'accueille et aussi toujours porte-parole de la Gaieté Lyrique. Encore merci. D'être venu nous voir ce matin sur France 24. Tout de suite,